Et comme pour la plupart des séries dites jeunesse de ces dernières décennies, la question de l'adaptation de la trilogie a rapidement été mise sur la table. Et coup de chance pour les producteurs, Philip Pullman a toujours été très enthousiaste à l'idée qu'on adapte son univers, et ce, quelle que soit la forme. On trouve tout d'abord une adaptation radiophonique qui a été lancée en 2003 sur BBC4. Suivra dès l'année suivante une adaptation au théâtre, avec rien de moins que Timothy Dalton dans le rôle de Lord Asriel. Oui, ce Timothy Dalton-là. Puis c'est finalement en 2006 que la New Line Cinema, le studio qui avait produit Le Seigneur des Anneaux, annonce une adaptation en film de la trilogie. Le studio se veut très rassurant en associant étroitement Philip Pullman à la création du film. Celui-ci a donc pu superviser l'ensemble, écrire des scènes pour le métrage, et même proposer certains choix de casting. Si par exemple son envie de voir Samuel L. Jackson camper Lee Scoresby n'a pas pu être concrétisée, l'auteur a cependant été comblé d'apprendre que conformément à son souhait, c'est Nicole Kidman qui allait interpréter l'inquiétante Madame Coulter. Pour le reste du casting, la production se tourne vers Daniel Craig pour interpréter Lord Asriel, encore un autre James Bond, Eva Green pour la sorcière Serafina Pekkala, ainsi que Ian Gandalf McKellen pour la voix de Yorick Byrnison. Enfin, un important casting est organisé pour trouver les rôles des enfants, en particulier une jeune actrice pour pouvoir interpréter Lyra. De cette vaste entreprise ressort la talentueuse Dakota Blues-Richard, qui depuis peine à poursuivre sa carrière au cinéma. Côté budget, la New Line accorde 180 millions de dollars, soit un budget confortable quand on sait qu'aucun des 5 premiers films de la saga Harry Potter n'a eu le droit à une telle somme. Bref, devant ces annonces rassurantes et l'implication de Pullman dans le projet, il n'y avait à l'époque pas vraiment de quoi s'inquiéter. Seul le choix de Chris Weiss en tant que réalisateur et scénariste du premier film semblait être une anomalie dans l'équation. Mais après tout, pourquoi pas? Que ce soit Jackson pour Le Seigneur des Anneaux ou les réalisateurs des Harry Potter, aucun d'entre eux n'avait eu un projet de fantasy aussi conséquent avant les adaptations qui les ont fait connaître. Le studio gagne donc en confiance et met déjà en chantier un script pour le deuxième film, ainsi que l'adaptation d'un jeu vidéo. Bonjour monsieur Scoresby. Alors... Qu'est-ce que vous faites? J'essaye de dépecer ce phoque pour le cuisiner. C'était quoi? J'en sais rien. On aurait dit un fantôme, mais... je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose d'important. C'est là qu'on voit que ça a mal vieilli les jeux vidéo des années 2000. Sauf qu'à quelques mois de sa sortie, en décembre 2007, le film essuie un premier revers. Plusieurs associations religieuses, et en particulier la Catholic League américaine, redoutent l'adaptation de la trilogie et tentent de faire entendre leur voix auprès du studio. Difficile de mesurer aujourd'hui l'impact de ces associations sur le résultat final, en particulier pour nous qui ne sommes pas habitués en Europe à voir l'église intervenir directement dans le milieu du divertissement. Ce qu'on sait, c'est que par crainte des associations et du boycott, le studio a essayé d'effacer les références religieuses du métrage. Ce qui va lui coûter son deuxième revers, celui des fans. Oui, parce que les fans du bouquin, eux, ils ont détesté. Mais ils sont pas les seuls. La critique qui avait salué quelques années plus tôt l'œuvre littéraire de Pullman accueille avec les fourches cette adaptation qu'il juge édulcorée et sans âme. Et histoire d'achever la bête, le film n'a rapporté que 70 millions de dollars sur le sol américain, faisant annuler à lui tout seul le second volet. Mais qu'en est-il finalement? Devant l'accueil critique très mitigé, il est parfois très difficile de démêler tous les problèmes du film et de s'en faire un avis assez juste. Prenons donc les critiques dans l'ordre, et voyons voir ce qu'il en est. On va commencer par évoquer ce qui est évident, oui, il n'y a plus de référence directe à la religion. Qu'on s'entende bien, le magistérium est toujours là et le message n'est pas perdu pour autant. Mais toutes les allusions à l'église ont en effet été gommées et au final, certaines phrases ne sont plus déchiffrables si on n'a pas lu les romans. Ainsi, lorsque Madame Coulter évoque l'erreur d'un ancien homme, seuls les fans du livre auront compris qu'elle parle d'Adam et du péché originel. Même chose dans la scène où Asriel parle de défier l'autorité. Si les lecteurs auront immédiatement compris qu'Asriel évoque Dieu, le spectateur lambda devine simplement qu'il vise le pouvoir en place. Et tout le film est à l'image de cette réplique. C'est dommage qu'on perde la référence, mais ça marche quand même. On peut très bien se dire que le magistérium est une autorité politique et qu'il aurait également tout intérêt à contrôler les esprits. Je veux dire, ça n'annule pas le message du film. Se battre pour le libre arbitre et contre toute forme qui souhaiterait nous en priver. Donc non, l'aseptisation religieuse n'est pas le problème direct du métrage. Pas plus que ne l'est l'aseptisation de la violence. Encore une fois, force est de reconnaître que les passages assez trash du premier livre sont ici beaucoup plus édulcorés. Et d'un côté, je comprends que vous soyez déçus que vos frissons de lecture ne trouvent pas ici d'équivalent visuel, mais d'un autre côté, est-ce vraiment problématique? Oui d'accord, il ne dévore pas vivant et au four,
et le passage à Bolvangar fout nettement moins les boules que dans le bouquin. Mais c'est pas la violence qui faisait le cœur des romans de Pullman, c'est un outil pour l'auteur, un moyen de nous montrer que des choses graves et terribles pouvaient arriver et que l'héroïne était vraiment en danger. Et ce sentiment d'immersion, on peut l'avoir avec d'autres choses que la violence. Donc non, le principe de faire un film familial autour de la croisée des mondes ne posait pas de problème. Non, le vrai problème, c'est pas que le film, qui au passage est quand même classé PG-13, n'est pas assez violent, c'est qu'il ne trouve pas d'équivalent à cette violence. Les enfourneurs sont ridicules, le magistérium ne fait rien de concret, on ne passe pas assez de temps à Bolvangar. D'ailleurs, je suis de plus en plus convaincu que Bayona aurait fait une excellente adaptation de la croisée des mondes. Et surtout, le non-traitement de la violence pour ce premier opus allait évidemment poser problème avec les films suivants. Je rappelle qu'à cette époque, les 3 livres sont sortis et les producteurs ne pouvaient pas ignorer que les épisodes suivants auraient nécessité un changement de ton. Mais pour ce film-là, ça passe. Alors quoi? C'est la fidélité qui pose problème? Pauvre fou! Si vous saviez le nombre de sagas qui auraient voulu la même fidélité pour leurs adaptations. Parce que grosso merdo, il manque rien. Et on en parle de la fin? Ça, on y revient. Alors il y a bien eu un travail d'adaptation, et celui-ci s'est effectué de 2 manières. Tout d'abord, les péripéties ont été réassemblées, de sorte à faire de la bataille de Bolvangar le climax du film. Le passage chez les ours a donc été décalé avant, de même que le saut au-dessus du gouffre qui lui, normalement, se trouve à la toute fin du récit. Et à vrai dire, c'est même mieux comme ça, puisque le seul élément du livre qui justifie qu'on garde les ours pour la fin, c'est qu'Azriel en est prisonnier. Mais vu qu'il n'est pas directement dans la forteresse de Yofour, en soi ça change pas grand chose. Le deuxième travail d'adaptation a été de regrouper les éléments afin de gagner du temps. Ainsi, on zappe le passage chez le consul des sorcières pour déplacer le test de Lyra lors de la première rencontre avec Seraphina. Et vu qu'on n'a pas vraiment de temps, c'est lors de ce test que l'on va révéler l'histoire d'amour entre la sorcière et Coram. Un travail minutieux qui, je le rappelle, s'est fait en collaboration avec Philippe Pullman. Philippe Pullman qui, à mon avis, est à l'origine des scènes supplémentaires au Magistérium et qui... Oh bon sang, c'est Christopher Lee. Et il est déjà parti. Bon bah tant pis. Non, encore une fois, c'est pas l'idée le problème, c'est son application. Ce travail de réécriture trouve ses limites dans l'apprentissage de l'alétiomètre et la révélation des parents de Lyra. Ici, regrouper les éléments et les scènes pour gagner du temps ne fonctionne pas. Ce sont des évolutions marquantes dans le parcours de l'héroïne qui ont besoin d'être développées correctement et pas juste au détour d'une phrase. On a parfois un peu le même problème avec l'exposition et la présentation de l'univers. Le récit a besoin que Lyra sache que Iofur Ragnisson veut un démon. Eh bien, on va le faire dire l'air de rien par Madame Coulter 1 heure plus tôt. Oh bah ça tombe bien alors. Et c'est ça qui a pu vous donner ce sentiment d'infidélité de l'intrigue. Parce que sinon, tous les éléments principaux sont présents dans le script. C'est faux. Bah à quoi? Vous vouliez la tête de Grumman? Vous vouliez 20 minutes d'exposition sur les gitans? Parce que tout ça, c'est du détail. Mais nous, on veut la fin. Ah, la fin. Alors, si vous avez lu les livres, vous avez sans doute été surpris de voir le film se finir sur cette pseudo-happy end. Dans le roman, Lyra arrive finalement avec Roger chez Lord Asriel. Ce dernier décide de profiter de la présence de Roger pour le sacrifier et ouvrir ainsi son portail entre les mondes. Et on finissait donc sur une note sombre, sur un mort et sur un Lord Asriel pour qui la fin justifie les moyens. Et on a tous été déçus que cette fin ne soit pas présente dans le film. Et quand je dis tous, je parle aussi de l'équipe du film. Parce que tenez-vous bien, cette fin, elle a été filmée, et vu les effets spéciaux, elle était presque terminée. Alors pourquoi? Pourquoi ne pas l'avoir intégrée au film? Est-ce que ce passage a été tout simplement censuré? Peut-être une décision du producteur, qui je le rappelle aux États-Unis garde le Final Cut, et qui ne voulait peut-être pas finir le film sur la mort d'un enfant. Ce qui est assez idiot, puisqu'il aurait fallu de toutes les façons montrer ces images dans la suite. Je n'ai hélas pas plus de réponses à ces questions, mais vu le degré d'aboutissement de la scène, il y a visiblement eu une directive de dernière minute. Tout ça pour vous dire que non, le problème de ce film ne vient pas de ses choix d'adaptation. Le problème de ce film vient de sa réalisation et de son esthétique. On a un problème avec la représentation de l'univers de Pullman, parce que déjà au final on en voit assez peu, et quand on en voit, eh bien ça fait très fantasque. Genre le ballon de Scoresby, juste waouh! Même la létiomètre en soi, ça fait très cheap. Et tous ces designs ne sont pas vraiment aidés par les effets spéciaux. Parce qu'hormis les ours, ça pique un peu, et pas que les animaux. Et alors la police du titre,
On va pas en parler, d'accord? Peu d'environnements respirent le grandiose. Alors il y en a bien quelques-uns qui sortent quand même leurs épingles du jeu. La glace, sans doute parce que c'est un environnement naturel, les locaux du Magisterium, très inspirés par l'architecture Art Nouveau, et le décor de Bolvangar qui est bien clinique. Mais enfin, rien de bien sorcier non plus. Pour les scènes de combat, c'est correct. La scène avec les ours passe bien, en plus d'être très fidèle au bouquin, mais parfois c'est un peu fouillis. Il faut dire que le montage du film n'aide pas. C'est pas juste que c'est très rapide, c'est que Weiss et son monteur surutilisent les fondus enchaînés qui sont faits pour des coupes longues, certainement pas pour un montage aussi rapide que celui-là. Côté acteur, c'est déjà plus convaincant. Alors, c'est bien simple, Nicole Kidman vole littéralement toutes les scènes dans lesquelles elle apparaît. Daniel Craig ne s'amuse pas autant qu'il pourrait, mais l'absence de la fin ne joue pas forcément en sa faveur. Eva Green, ça dépendra de votre degré d'appréciation de l'actrice, mais pour une fois, son côté lunaire colle plutôt bien à son personnage. Quant aux enfants, ils se débrouillent plutôt bien. Ils ne sont pas aussi subtils que dans le livre, mais ça c'est plus un problème d'écriture que d'interprétation. Même la VF est de bonne tenue, notamment avec Jean Pia pour Yorick Bernison et Richard Darbois pour John Fa. Non, au final, ce film, il est assez honorable. Mais guère plus. La faute à une réalisation trop timide et à une sous-exploitation des spécificités de l'œuvre de Pullman. Tout ça devient trop classique, trop oubliable. Et qu'à la croisée des mondes ne soit pas plus qu'un résultat correct, effectivement, je peux comprendre que ça déçoive. Mais en mon sens, il n'y a pas non plus de quoi crier au scandale, même si on tient compte de la fin qui, de toutes les façons, aurait été intégrée au film suivant. Voilà, on a fini ce gros chapitre, et vu qu'il nous reste un petit peu de temps, je vous propose qu'on fasse un point sur la série à venir. Prévue pour le 3 novembre prochain sur BBC One, la série fidèlement intitulée His Dark Material devrait couvrir la totalité de la trilogie de Pullman sur 5 saisons de 8 épisodes. Toujours produite par la New Line en collaboration avec la BBC et HBO, cette série devrait coûter environ 7 millions de dollars par épisode, ce qui constitue encore une fois un budget assez important pour une série. Il faut dire que le succès récent de Game of Thrones, autre saga littéraire adaptée en série, a de quoi motiver les producteurs de multiplier les adaptations sur ce support. Après tout, ce médium permettrait en théorie de prendre le temps de développer toutes les intrigues nécessaires au récit, et ainsi de rassurer les fans quant à la fidélité de l'adaptation. Et en parlant des fans, ceux-ci se montrent pour le moment plutôt enthousiastes face aux premières images dévoilées. Si le casting se révèle moins grandiose que celui du film, il a tout de même de quoi être très attractif, avec Ruth Wilson en Madame Coulter, ou encore James McAvoy, qui a décidément le vent en poupe en ce moment, en Lord Asriel. Pour Lyra, le choix de la production s'est porté sur la jeune Daphne Keane, qui s'était faite remarquer dans l'avant-dernier film des X-Men. À vrai dire, le seul choix de casting qui me laisse pour le moment assez circonspect, c'est le choix de Lin-Manuel Miranda dans le rôle de Scoresby. Non seulement parce que j'imaginais Lee bien plus vieux, mais surtout parce que le bonhomme est chanteur avant d'être acteur, donc à voir. Non, sinon c'est vrai que l'ensemble a l'air assez prometteur. Ça a l'air bien plus sombre, plus crédible sur le plan esthétique, les effets spéciaux ont l'air bons, et la diversité ethnique du casting pourrait donner un résultat assez original. Mais malgré tout ça, désolé de casser l'ambiance, mais il y a quand même quelques raisons de s'inquiéter. Tout d'abord, l'adaptation d'À la croisée des mondes reste, quels que soient les moyens mis en œuvre, un sacré défi. Pour adapter certaines scènes comme l'apprentissage de l'alétiomètre, les ouvertures sur le monde ou encore le segment des muléfaces, il va falloir redoubler d'ingéniosité. Et si la fidélité aux matériaux d'origine qui semble être le fer de lance de cette nouvelle adaptation peut être un atout, ça risque également d'enfermer la production et de poser problème par moments. Surtout qu'on est loin d'avoir un génie à l'adaptation. Le scénario de la série a été confié à Jack Thorne, co-responsable de cette merde d'enfants maudits, et qui devrait a priori nous affliger en fin d'année avec la conclusion de la pire trilogie jamais produite par les studios Disney. Et je noterai également que dans la liste des réalisateurs qui ont été annoncés, pour le moment, aucun ne m'enthousiasme particulièrement. Peut-être Tom Hooper, et encore, il devrait se contenter du début donc... bof. L'espoir que j'ai, c'est que dans le cas de la croisée des mondes, Jack Thorne sera obligé de s'appuyer sur une histoire déjà existante, et ne devrait a priori pas inventer de nouveaux segments comme ça a été le cas pour Star Wars ou Harry Potter. Par contre, je suis optimiste sur le choix de Lorne Balfe à la musique. Il semble avoir le vent en poupe en ce moment, que ce soit pour le cinéma ou pour le jeu vidéo, et j'avoue que ses compositions pour le dernier Mission Impossible m'ont particulièrement plu. Mais le problème de taille face auquel cette série va devoir faire face, c'est son public. Que ce soit les fans du bouquin ou ses détracteurs,
Le public de la Croisée des Mondes semble particulièrement exigeant et à cran sur la question de l'adaptation. Et produire un bon résultat entre tous ces feux semble particulièrement périlleux. L'espoir pour la New Line serait que les mentalités aient évolué en 10 ans et que l'annonce d'un projet moins enfantin rassure à la fois les fans et les associations catholiques. L'avenir nous dira si c'est effectivement le cas ou si la trilogie de la Croisée des Mondes, à l'instar de celle du Seigneur des Anneaux à son époque, est une œuvre inadaptable pour notre temps. Et c'est au terme de cette longue rétrospective que nous et nos démons nous tournons le dos au monde dans lequel nous sommes nés et faisant face au soleil, nous pénétrons le ciel. Je vous invite à vous plonger ou à vous replonger dans l'univers complexe mais riche de Philippe Pullman. Qui sait ce que vous pourriez y retrouver. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, puisse la poussière vous accompagner sur le chemin de votre vie.